Donc j'ai compris assez rapidement en préparant cette journée d'études que vous aviez déjà travaillé ensemble, enfin, vous êtes déjà retrouvés sur une table ronde. Donc déjà, je suis content voilà, que vous puissiez vous retrouver de nouveau. Et ça me permet de vous poser ça m'amène cette question. Au fond, donc on voit deux approches très scientifiques en fait des enjeux d'un côté de l'image et du son. Donc ça, c'est aussi une rencontre intéressante pour notre journée, pour les questions liées au cinéma. Mais ce que je voulais savoir, c'est au fond, est-ce qu'il y a des porosités justement dans ces approches scientifiques entre vos deux domaines, c'est-à-dire les sciences et les méthodes de deep learning pour l'image, et puis de l'autre pour le son. Est-ce qu'il y a des échanges, des porosités? Est-ce que les méthodes sont les mêmes? Est-ce que les enjeux scientifiques sont les mêmes? Est-ce que vous vous y retrouvez? Ou au contraire, c'est en fait deux approches scientifiques qui peuvent pas vraiment se parler. Comment ça marche? Nous, on se parle. Nous, on ne se parle pas avec Vincent. Non, alors c'est problématique dans la recherche scientifique parce que alors c'est des communautés qui sont en fait séparées. Il y a les gens de l'image et il y a les gens du son. Donc c'est deux modalités différentes. Et en plus, il faut mettre ça au carré puisque c'est les communautés de la détection et de la génération. Donc ça fait, on est séparés au carré, mais on tente. Alors il y a des projets récemment que je porte en collaboration. Donc on essaie de faire de la génération de deepfake audio et visuel d'un objectif donc de cybersécurité pour donc c'est ce que disait la personne tout à l'heure dans sa remarque, hein, c'est qu'en fait quand on améliore la génération, on améliore la détection et quand on améliore la détection, on peut envisager de réaméliorer la génération. Et donc on commence à créer des collaborations cette fois-ci donc dans le domaine scientifique entre ces communautés séparées. C'est peut-être pour apporter un complément de réponse. Il y a certains deepfakes qui sont intimement liés avec la voix. Je ne sais pas si vous vous souvenez du deepfake d'Obama et avec Jordan Peele. Et en fait, c'est un deepfake qui est piloté par la voix. Donc en gros, ce qui va commander l'aspect graphique et l'aspect image, c'est la voix. Donc là, il y a ce côté-là qui apparaît. Et moi, j'ai mentionné, il me semble, il y a une façon de détecter, alors qui marchait avant, maintenant je pense plus, de détecter un deepfake, c'était justement de voir le problème de corrélation entre l'image et le son. Donc parfois, il y a des rencontres obligatoires, hein, mais effectivement, comme Nicolas l'a bien mis en avant, ce sont des communautés assez séparées. C'est des conférences, en fait, en tant que scientifique, on produit des articles, on a une production scientifique qu'on va présenter dans des conférences à l'international, et il y a des conférences en audio, il y a des conférences en images, et c'est pas les mêmes, et pas au même moment, et pas dans les mêmes lieux. Donc c'est rare, en fait, de se rencontrer. Bon, je suis ravi que ça puisse arriver et qu'on le fasse finalement ici au Frénois. Alors, j'ai une deuxième question qui pointe. Alors, c'est une question au départ plutôt pour Nicolas, mais je pense que Vincent aura aussi des choses à apporter, à proposer, peut-être des idées. Donc, à l'IRCAM, comme j'en ai fait aussi l'expérience, parce que j'ai travaillé avec des chercheurs de l'IRCAM, en particulier Jérôme Nica. J'ai bien compris que le développement scientifique, la recherche scientifique et à l'œuvre dans tout un tas de productions, tout un tas de mise au point de nouveaux outils au service de l'art ou de la création, de la composition des compositeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait en prendre? Est-ce qu'on peut transposer ce modèle dans un lieu où on travaille sur l'image, où les artistes s'intéressent beaucoup aux images? Est-ce qu'il y a une transposition possible? Quelle serait la place de la science et de la recherche scientifique dans un institut qui s'intéresse en premier lieu à l'image? Je pense que c'est pertinent et que ça peut se transposer. Alors, il me semble que le Frénois justement est dans cette démarche-là. Donc évidemment, oui, il y a comment dire, il y a tout à fait raison d'être, de créer pour la modalité de l'image. Un laboratoire de recherche et d'innovation sur la création d'images. Alors, c'est un peu toujours après, parce qu'il y a les laboratoires publics, mais dans l'image, justement, ça, je l'ai pas mentionné, mais nous, dans le son, même dans la génération, les effets spéciaux, on est très en retard
par rapport à l'image. Il y avait des effets spéciaux qu'on savait faire déjà dans les années 80, etc. Alors qu'en synthèse sonore ou en transformation, c'était beaucoup plus compliqué. Mais donc, il y a cette compétitivité aussi avec l'industrie, les entreprises privées et l'industrie cinématographique qui est très lourde et massive. Et donc, de réussir effectivement à développer des solutions innovantes dans ce contexte-là, c'est compétitif. Mais oui, enfin, il y a de la connaissance, scientifique et technique et technologique à améliorer par rapport à ces enjeux-là. Oui. Et quelle est la place de l'IA là-dedans? Enfin, j'imagine qu'à l'IRCAM, vous ne travaillez pas que sur des modèles d'apprentissage ou génératifs. Et donc, quelle serait la place de l'IA? Est-ce que c'est quelque chose qui est, je dirais, qui devrait être dominant, ou est-ce que c'est en fait finalement une spécialité scientifique dans cette recherche? Alors malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Effectivement, l'IA a tendance à se disséminer un petit peu partout, y compris dans les problématiques de recherche. Nous, à l'IRCAM, on a un ensemble d'équipes de chercheurs avec des axes thématiques différents. Donc, par exemple, je sais pas quoi, la spatialisation sonore, l'acoustique des salles, l'acoustique des instruments de musique, etc., qui sont plutôt liés à la physique ou à de l'acoustique, par exemple. Même aujourd'hui, en fait, de plus en plus, il y a besoin de cette hybridation. Nous, c'est ce qu'on porte. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Hein, on essaye de combiner ou de faire marcher ensemble la connaissance humaine spécifique, donc en traitement du signal, en traitement d'image, en acoustique, en physique, etc., avec l'apprentissage machine. Et donc, c'est créer des modèles hybrides qui tirent parti de ces deux connaissances pour faire des modèles qui sont plus efficaces et plus rapides à entraîner parce que justement, on a injecté de la connaissance a priori dedans. Merci Nicolas pour cette réponse. Et donc, toi, Vincent, tu travailles beaucoup en fait avec les artistes. Enfin, en fait, tu diriges même une formation, tu es responsable d'une formation arts et sciences. Comment est-ce que tu vois les apports de la recherche scientifique justement dans un lieu où on produit des œuvres d'art et puis, est-ce que tu peux resituer justement les technologies que tu as présentées, que tu as travaillé en recherche là-dedans? Alors, effectivement, le lien entre art et science dans le domaine de l'image, j'en suis évidemment intimement convaincu que ça a un apport vraiment fort. D'une part, parce que je le pense, et puis effectivement, du fait que je m'occupe de l'IMAC. Est-ce que je peux nommer des technologies? Je ne sais pas si je peux nommer des technologies. Ce que je peux dire, c'est que l'impression que j'ai, c'est que la science théorique, donc en gros, au contraire, c'est s'écarter des technologies pour aller prendre du recul vraiment sur les théories scientifiques, peut éventuellement avoir un impact sur la créativité, enfin sur des œuvres d'art, sur ce qu'on peut créer en termes d'œuvres d'art assez fortes. Donc, éventuellement, pas forcément, voilà, en s'éloignant peut-être de la technique. Ceci dit, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même. En France, alors moi j'habitais 4 ans au Japon, et typiquement Kazushi, je le connais très bien, qu'on a vu tout à l'heure, quand j'ai regardé ce que Kazushi faisait, je me suis aperçu que le lien entre art et science et technologie était assez lisse en fait, alors que parfois j'ai pu avoir la sensation en France que la technologie pouvait être mal perçue par certains artistes. Donc je pense que ce lien il peut être aussi intéressant à avoir, peut-être à développer aussi en France. Voilà, effectivement, l'artiste, la création, éventuellement des objets théoriques qu'on a en sciences, et puis la technologie, quel son rôle à jouer et qui produit des choses fantastiques tout à l'heure. On a vu les travaux de Terence qui sont vraiment fabuleux, quoi. Donc on voit que la technologie a effectivement quelque chose d'important à jouer. Merci de partager avec nous ce point de vue. Ouais, alors j'ai envie de dire ça c'est valable dans les deux sens parce que il peut y avoir justement de la recherche créative à partir des technologies existantes, mais de l'autre côté justement, alors quand on mentionnait, j'ai entendu pas mal de fois ce matin le mot créativité, et je sais que nous, enfin c'est un gros mot, c'est comme intelligence, hein, c'est des gros mots qu'on balance mais qui sont pas très, dont les contours sont pas très bien définis. Et là justement, la science peut aider à préciser la définition. Donc voilà, en créativité, il y a de la recherche en psychologie comportementale, en neurosciences, etc.,
qui essaye de définir qu'est-ce que c'est d'être créatif. Alors, on n'est pas nécessairement créatif que dans la production artistique, on peut être créatif pour résoudre des tâches au quotidien, pour faire la cuisine, pour faire des choses comme ça. Et donc, justement, la science peut apporter des solutions et c'est ce qui est arrivé en fait pour l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, c'est que finalement, les réseaux de neurones aujourd'hui, c'était une tentative de simuler le comportement du cerveau humain, alors qui est très approximatif par rapport au fonctionnement réel, mais qui vraisemblablement donne, quand on donne suffisamment de données en entrée pour les apprentissages, des résultats spectaculaires. Donc, quand on arrive à bien positionner le problème au début, peut-être qu'on arrivera à mieux le solutionner en sortie, justement, sur cette question de qu'est-ce que c'est que la créativité, et est-ce qu'une machine peut être créative ou non, avec l'intervention de l'humain ou non. Merci Nicolas, on va essayer de bien poser les problèmes alors. J'espère que c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions qui paraîtraient dans la salle? Merci. Est-ce que c'est OK pour vous si je parle en anglais? Oui. Oui. I just wanted to preface with a bit more skepticism because I think especially the way we spoke about creativity in the morning, I'm quite cynical of that idea and that kind of fascination with the machine. Also because the term artificial intelligence has been there ever since Turing or even before. And so the brackets have just been moving in a way. But the question I wanted to raise is more actually to do with sound. One of the ways I came into artificial intelligence was the work of Holly Herndon and Matt Dryhurst. Don't know if you know them, Nicolas. And they've developed a lot of discourse around it, and they've been producing their own neural networks to feed the music they produce together, and also they make podcasts, etc. But one of the things they've launched recently, in collaboration with Stability AI, so I think the people who make Stable Diffusion, is an opt-out mechanism for the learning networks. For example, recently Spotify on their annual event, they prefaced the whole event with a completely AI-generated piece of content. And to be honest, when I then hear the way they talk about their business model, it does feel like the ideal mechanism would actually be to get rid of the creators, which is the only costs that Spotify has apart from data centers, etc. So I just wanted to launch that and see how you could respond maybe on that side about these real changes in terms of ownership rights and the economics behind these technological modes. Is that okay? Yeah. So, ok, parfait. Alors, je suis pas expert en modèle économique malheureusement. Moi, je suis scientifique, mais je peux essayer d'apporter des éléments de réponse. Je pense qu'il y a différents. D'un point de vue des industries créatives, il y a un intérêt évidemment économique à réduire des coûts. Et notamment celui des artistes. Et en plus, les artistes, c'est des gens qui sont pas tout le temps disponibles, qui peuvent avoir des caprices, qui demandent des cachets, etc. Donc, il y a un certain intérêt à du coup substituer une machine pour imiter dans le style, etc. et pour réduire ses coûts de production. Et un autre intérêt aussi, c'est que les machines, elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en plus de manière démultipliée, en parallèle, ce qu'un humain donc ne sait pas faire. Et donc, le problème, c'est qu'à la fin, il y a toute cette production donc qui s'intensifie, qui s'accélère, et en sortie, on est des humains avec notre temps unique et lent, et on peut pas écouter toutes ces productions. Déjà, on n'est plus capable d'écouter ce qui est produit, ne serait-ce qu'en musique aujourd'hui, dans un mois. Donc, avec l'intelligence artificielle, ça va s'accélérer de manière frénétique. Donc, il va bien falloir trouver une audience pour tous ces contenus-là. Ça, c'est le point de vue industriel. Après, il y a quand même l'artiste de l'autre côté, l'artiste au sens, alors, même quand il travaille dans des majors, etc. Mais on peut revenir du côté de l'artisanat. L'artiste, il a des intentions, des préoccupations, etc. qui pourront être augmentées grâce à l'intelligence artificielle, mais ça reste un processus créatif qui est personnel du point de vue de l'artiste. Voilà. Moi, c'est ce donc.
You don't seem to be convinced. No. But we can discuss this further if you want. After the... Ah. Alors, il y a peut-être d'autres questions dans la salle. Oui. Donc, une question, René. Je t'amène le micro. J'aimerais rebondir sur la dernière question. On assiste dans le domaine sonore, justement, à des possibilités. Bon, c'est la même chose dans le visuel, mais dans le domaine sonore, à la possibilité d'imiter à l'infini à peu près tous les compositeurs sonores du répertoire classique, par exemple. Et puis, lorsqu'on a exposé, par exemple, des œuvres de Bach à un public, en mélangeant les vraies œuvres de Bach, donc composées par Bach, et des œuvres qui ont été générées par intelligence artificielle, on est au point où les gens se trompent complètement. Ils ne sont pas capables de faire la différence donc entre une œuvre de Bach originale et une œuvre de Bach qui est un simulacre. Et on se trouve dans une situation où il serait possible que justement pour toutes sortes de raisons, on entende plus une musique, un pseudo-Bach, un musac-Bach qui nous est diffusé que l'œuvre réelle du compositeur. Alors, je pense que c'est des vraies questions importantes, cette capacité de la machine qu'elle a d'imiter de façon extraordinaire au niveau sonore. Est-ce qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore avec tout ça? Alors, moi, j'ai une réponse en deux volets. C'est, je suis pas sûr qu'il y ait un modèle économique qui soit derrière ça. Est-ce qu'il y a un intérêt à générer du Bach à l'infini ou n'importe quel style, du Led Zeppelin à l'infini, etc. Outre le répertoire qui a été créé par les artistes eux-mêmes, ça c'est la première question. Par exemple, au cinéma, il y a cette espèce de préoccupation de dire on va pouvoir créer, le fake audiovisuel de Bruce Willis. Pour pouvoir le prolonger à l'infini dans des films à l'avenir, je pense qu'en fait il y a même pas de demande par rapport à ça, puisque par exemple un artiste, un comédien, c'est quelqu'un qui est ancré dans le temps à un moment donné, etc. Qui aujourd'hui peut-être qu'il y a de la demande pour avoir Bruce Willis. Dans 50 ans, j'en doute. Et puis il faut bien de la place pour des vrais humains également. Donc il y a un ancrage temporel et culturel qui est fort par rapport à ces demandes-là. Et après, les intelligences artificielles sont capables moi j'appelle ça de simuler en surface des comportements humains, par exemple de la création musicale, mais ça reste en surface et qu'en fait la création ou la créativité, c'est un processus qui s'élabore dans le temps et qui en plus pour le coup pour un être humain est non seulement incarné dans un corps, mais dans un corps organique que les intelligences artificielles n'ont pas aujourd'hui. Justement, le point de départ de la création, c'est l'intention au début d'un artiste et à la fin, la sélection. Aujourd'hui, quand on utilise la génération d'images ou de textes guidés par du texte, en fait, on peut en générer infini, mais il y a toujours un artiste à la fin qui doit sélectionner. Donc, on peut générer 50 000 images. Il faut bien en choisir une à la fin. Donc, moi, personnellement, écouter du Led Zeppelin. Je sais qu'il y a ce truc de réduction de coûts. Déjà aujourd'hui, quand vous allez dans les cafés, il y a des covers qui sont même plus les originaux, donc ça permet de réduire en partie les coûts liés aux artistes et pas aux interprètes. Aux interprètes, pardon, et pas aux artistes, c'est le contraire. Là, justement, avec l'IA, ça pourrait se généraliser en fait en créant du quelque chose, mais je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis pas preneur. Est-ce que tu veux réagir, Vincent, peut-être Très brièvement, je pense que cette question, il faudra se la poser dans 10 ou 15 ans. Et je pense que c'est là où on aura un regard un peu peut-être plus net sur cette question-là. Est-ce que, je pense que ça ouvre plusieurs questions en fait. Est-ce que on crée une œuvre qui est un peu à la surface quand je discute avec les musiciens de Montpellier, ils me disent non, moi, il n'y a aucune IA qui pourra jouer comme je joue. En fait, quand on pose la question plus généralement, parmi vous,
qui pense que son métier pourra jamais être remplacé par une IA. Et la moitié de la salle va répondre, moi, je pense que personne ne pourra pas remplacer ce que je fais. Et en fait, je pense qu'on se trompe, et même de ce côté-là de la scène. Donc, cette question est peut-être un peu prématurée. On va en parler dans 15 ans. Et là, si on n'est plus en surface, et qu'on est au contraire dans une œuvre profonde, touchante, individualisée, pour chacun d'entre nous, est-ce que ça a un impact fort? Est-ce que c'est faisable? Je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, peut-être rendez-vous dans 15 ans, puis on se pose la même question. Merci Vincent. Donc on reprendra dès cet après-midi, j'espère, ces questions aussi. Et bien sûr, ce sont tout un tas de questions ouvertes pour le futur. Je vous propose d'en rester là. Je vais juste annoncer ce qui se passera tout à l'heure. On reprendra à 14 h, donc avec Constantine Boussalis sur l'étude des images avec l'aide de la computer vision, hein, de la vision par ordinateur, du point de vue en particulier des sciences politiques. Donc ce sera en anglais. Et on aura aussi une présentation sur les agents conversationnels par Fabien Richer, un chercheur canadien, donc en ligne. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much again for participating, for contributing. Merci à tous et à tout à l'heure à 14 h.